Ça commence bien. Comme on est entre nous, ça va. Alors, je disais que c'est une première pour moi et pour la communauté médicale franco-algérienne. Et je remercie par avance le docteur Mouloud Wafi et Achour de Gras de se joindre à cette première réunion en ligne, ce premier webinaire qu'on souhaite instaurer de manière régulière pour parler de questions de préoccupations sur lesquelles vous pourrez aider les confrères algériens qui soient ici ou en Algérie, de manière élargie à l'Afrique du Nord. Et donc, pour cette première, j'ai souhaité, effectivement, j'ai proposé d'associer une équipe de choc, une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble, c'est Rhumato et Chirorto. Et donc, Mouloud Wafi, docteur Wafi, qui est rhumatologue ostéopathe en région parisienne, et Achour de Gras, chirurto, dans les Hauts-de-France. Alors, en attendant que les gens se connectent ou nous envoient des questions, j'allais vous proposer peut-être effectivement, je vais juste un peu cerner le débat et je vous proposerai de vous présenter l'un et l'autre. C'est vrai qu'on va faire des émissions, on va lancer ces réunions qui dureront 1 heure, qui seront visibles ensuite en replay. L'idée, c'est de proposer à vos confrères de se connecter, de poser leurs questions via un chat en direct. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas voir le chat tout de suite, ils pourront le voir plus tard. L'idée, c'est de pouvoir échanger et d'être utile à vos confrères et consoeurs dans un contexte d'épidémie qui fait qu'effectivement les consultations médicales ou la pose de diagnostic, sans doute, vous me le direz dans quelques minutes, se fait de manière différente. Voilà, donc docteur Wafi, on va commencer par le plus âgé. Non, je sais pas que c'est le plus âgé. Mouloud Wafi, la parole est à toi. Je pense il y a peut-être quelques années de différence entre nous, mais pas beaucoup. Bonjour à tous. Comme vous le savez, on se connaît depuis un certain temps maintenant. Je suis le docteur Wafi, donc je suis rhumatologue, donc je suis à moitié hospitalier et à moitié libéral, qui fait que j'ai cette double exercice qui me donne une expertise hospitalière des maladies inflammatoires rhumatologiques et puis les problèmes mécaniques, voire des problèmes de pathologie mécanique et également des pathologies de médecine du sport, des pathologies locomotrices pour lesquelles on peut être amené à soigner et à prendre en charge. Donc au jour d'aujourd'hui, on est dans un contexte exceptionnel que le monde entier affronte au jour d'aujourd'hui, qui est le Covid-19. Il faut savoir que dans nos services aujourd'hui, notre exercice a totalement changé, du moins au niveau de l'hôpital et aussi en cabinet de ville, puisque tous les services gèrent pratiquement que du Covid-19 dans les différents services, en hospitalisation, et tout le reste de l'activité est repoussé, voire géré à distance, et les malades sont amenés à être soignés un petit peu, entre guillemets, en pointillé, en attendant que cette tempête qui est le Covid-19 qui frappe le monde entier puisse passer. Alors, pour ce faire, l'idée, au jour d'aujourd'hui, c'est de dire comment nous gérons les patients classiques dans ce contexte de maladie de Covid-19. Il faut savoir que nos patients qui souffrent de différentes maladies, notamment ceux qui souffrent de rhumatisme inflammatoire, je vais parler un petit peu des maladies inflammatoires avant de parler des pathologies mécaniques qui nous lient, mon confrère Achour et moi. Pour les pathologies inflammatoires, il faut savoir que c'est des patients qui sont traités avec des médicaments qui ont une visée immunosuppressive. Donc, c'est des malades qui ont une immunité qui est diminuée. Donc, on essaye de les protéger au maximum. Donc, ils prennent des médicaments que vous pouvez connaître, comme le méthotrexate, comme les traitements biologiques, les anti-TNF-alpha et j'en passe. Et ils peuvent prendre même des vieux traitements comme le plaquenil, l'hydroxychloroquine. Il faut savoir que c'est un traitement que nous utilisons depuis 30 ans en rhumatologie. Et, euh, et avec un traitement qui est bien toléré dans le lupus érythémateux systémique, pour ne citer que cela.
Il peut être utilisé dans certaines polyarthrites avec une efficacité moins importante que les autres traitements de fond comme le méthotrexate ou autres. Donc, je viens pour dire que les patients qui ont des rhumatismes inflammatoires chroniques et qui prennent des traitements immunosuppresseurs et qui prennent des corticoïdes, des anti-inflammatoires au long cours, ces patients sont doublement fragiles en face du Covid-19. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant ces patients? Premièrement, il faut les isoler, leur demander de ne pas sortir, d'éviter de faire les courses eux-mêmes, que ce soit d'autres personnes qui fassent les courses à leur place. Deuxièmement, il faut qu'ils continuent à prendre leur traitement, sauf en cas de fièvre ou en cas de symptômes qui orientent vers le Covid-19. Bien sûr, il faudrait qu'ils se rapprochent, qu'ils appellent le 15, il ne faut pas qu'ils aillent aux urgences pour avoir les infos nécessaires. Et puis, il faudrait qu'ils appellent leur rhumato afin qu'ils les conseillent au mieux. Bien sûr, il faudra, dès qu'il y a les symptômes du Covid, fièvre, courbature, toux incessante et autres, il faut arrêter les traitements et attendre. Et traiter, bien sûr, le Covid-19, parfois en hospitalisation s'il faut. Parfois, c'est juste un isolement et des traitements simples et un suivi jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Il faut attendre au moins 2 mois après la fin du Covid avant de décider concomitamment avec le rhumatologue spécialiste qui le suit de l'attitude à prendre s'il y a lieu de reprendre le traitement. Voilà ce qui est de la partie traitement inflammatoire. Par contre, pour ce qui est mécanique, les patients, nous les traitons, bien sûr, comme fait mon collègue aussi, on les prend en charge. Si c'est des pathologies mécaniques qu'on peut gérer par téléphone, on les voit par téléconsultation, on leur donne des traitements et puis on attend, on leur conseille de reprendre contact avec nous après le déconfinement pour voir s'il y a lieu de leur proposer des gestes ou autres. Maintenant, si c'est urgent, nous programmons une consultation exceptionnelle. Bien sûr, nous leur posons des questions pour savoir s'ils n'ont pas les symptômes du Covid. À ce moment-là, nous les voyons exceptionnellement dans le cadre d'une consultation. Voilà un peu brossé assez rapidement la prise en charge de nos patients habituellement, que ce soit à l'hôpital ou en cabinet privé. Je veux juste, docteur Wafi, que tu précises que dans ce contexte d'épidémie, quand il y a obligation de voir un de tes patients en consultation au cabinet, il y a un certain nombre de dispositions que tu as mis en place, entre autres. Bien sûr, bien sûr. Alors, par rapport à l'organisation du cabinet, déjà, la majorité de mes patients ils passent par un logiciel qu'on appelle Alcité. Il y Oui. en a Une prise de plusieurs. rendez-vous en ligne, en fait. Voilà, des prises de rendez-vous en ligne. Et dans ce système de prise de rendez-vous en ligne, il y a certains questionnaires auxquels il faut répondre. Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous toussez? Et dans ce logiciel-là, on a sélectionné si les gens présentent des symptômes pour être considérés comme Covid ou non. Déjà, dans le rendez-vous, je sais si le patient a des symptômes Covid ou pas. Alors, quand ils arrivent au cabinet, nous essayons d'espacer les rendez-vous pour pas que les personnes se retrouvent un peu en groupe ou Ils se croisent, dans ouais. le cabinet. J'ai mis des écrits dans la salle d'attente où c'est mentionné qu'il faut qu'il y ait au maximum 2 personnes dans ma salle d'attente que tu connais, qui est un petit peu spacieuse, avec un système d'aération. Les fenêtres sont ouvertes, la porte est ouverte pour qu'il y ait de l'aération. Au-delà de 2 personnes, le reste doivent rester en dehors de l'immeuble. Il faut qu'il y ait une distanciation d'au moins 2-3 mètres entre les personnes. L'ordre d'aujourd'hui, comme l'ordre des médecins l'a donné, l'a essayé de le donner, c'est que les gens essayent quand même de porter des masques. Il est souhaitable de porter des masques. Ça pourrait éviter la contamination.
Dans mon cabinet, j'ai mis de l'alcool-gel à l'entrée pour que les gens puissent bien se désinfecter les mains. Et puis, hormis cela, les rendez-vous sont faits de telle sorte qu'il n'y ait pas plus d'un patient en salle d'attente à chaque fois. Voilà un peu les, les disciplines que l'on s'est astreint dans notre cabinet. Je ne sais pas si tu as d'autres questions par Non, non, rapport à non. cela. Non, j'allais dire peut-être profiter de. Alors, je vois, c'est vrai que c'est une nouveauté, donc je pense que euh, j'avais espéré que vu l'heure, on aurait peut-être un peu de monde côté Afrique du Nord. Alors, sans doute que la manipulation, la technicité est un peu nouvelle et qu'on fera en sorte d'être peut-être un peu plus explicite pour les prochaines connexions et pour que vos confrères puissent soit envoyer les questions par en amont, soit se connecter sans trop de difficultés. Oui, même s'ils nous envoient par texto, Oui, on tout pourra à fait. répondre aux questions. Si les gens arrivent à nous suivre, Oui, on pourra répondre oui, même à des mails ou à des tout à questions qui fait. viennent par écrit. Oui, Ça, c'est possible. ouais. Rappelons qu'effectivement, c'est une aide que vous proposez, une aide au diagnostic dans cette situation particulière d'épidémie, et qu'effectivement, toutes les suggestions, les propositions de vos confrères sont les bienvenues, parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé ensemble d'un thème à aborder, et que justement, l'idée, c'est de pouvoir répondre à des attentes ou aider à la démarche de diagnostic des confrères. On parle de rhumatoïde, de chirurgie aujourd'hui, mais évidemment, on a des référents dans toutes les spécialités. Alors toi, typiquement, Mouloud, tu es rhumatologue, ostéopathe et tu as une double activité puisque tu connais aussi bien l'activité libérale qu'hospitalière. On va aller prendre l'avis et écouter le docteur Degrard à Chaud-de-Grard, qui est chirurto dans un centre hospitalier des Hauts-de-France, qui lui est enfin non, d'ailleurs, il a une double casquette aussi, je vais le dire depuis pas longtemps. Docteur Degrard, comment ça se passe, la prise en charge de tes patients? Est-ce qu'il y a une prise en charge qui a évolué, qui s'est adaptée à cette situation d'épidémie? Oui, bonjour à tous. Donc la prise en charge en fait n'a pas évolué, elle est restée pratiquement la même. Mais comme on n'a pas les consultations ils ont été supprimées ainsi que tous les programmes opératoires. Donc je fonctionne avec les médecins généralistes. Quand ils arrivent à voir un patient, ils m'appellent directement ou les patients eux-mêmes peuvent m'appeler directement. Et dans ces conditions-là, eh ben, je les vois, j'organise la consultation, qui est pratiquement une consultation personnalisée, et je vois bien sûr les patients individuellement un jour quelconque de la semaine Tu pour veux dire régler. que oui, la téléconsultation, dans ton cas, c'est un peu plus compliqué, c'est ça que tu veux dire? La téléconsultation, en fait, je pense que c'est pas évident, c'est pas du tout évident, c'est pas simple. Et c'est plus facile en médecine qu'en chirurgie, parce que en chirurgie, on a besoin d'une évaluation objective de la situation et on ne peut pas se contenter des explications du patient. Mm. Euh, voilà, donc moi je continue à travailler comme ça et on a gardé des consultations des urgences. Donc, il faut quand même voir les patients. Et de temps en temps, je glisse des patients dans cette consultation pour voir un maximum de personnes. Et dans ces conditions, la consultation est organisée de telle sorte que les patients ne se croisent pas, qu'ils restent bien entendu éloignés et qu'il y ait quand même du personnel pour les accueillir. Mm, mm. Voilà. Peut-être une question à tous les deux, vous pourrez répondre l'un après l'autre. Beaucoup de médecins et donc de médecins spécialistes, mais également les médecins généralistes, se plaignent depuis le début de l'épidémie de ne plus voir de patients, de ne plus en voir autant. Alors, quelle est votre Oui. opinion par rapport à cette question? Est-ce que c'est des patients qui échappent aujourd'hui pour des raisons que vous avez sans doute l'un et l'autre analysées, et des patients qui sont un peu lâchés dans la nature? Euh, Mouloud Wafi, rhumatologue, qu'est-ce que tu penses de Alors, cette... il est certain que au jour d'aujourd'hui, les patients ont
ont plus peur d'aller à l'hôpital. Il y a une véritable anxiété à l'idée d'aller consulter. Donc, beaucoup de patients ne vont plus à l'hôpital. Ça se voit beaucoup plus à l'hôpital qu'en ville. Mais Les on a gens dit aux viennent patients sans. aussi, hein. On a dit aux Voilà, patients de ne plus aller systématiquement à l'hôpital aussi. exactement, ça c'est un fait. Et donc, du coup, pour nous, nos consultations hospitalières, on les a tous ventilées pour les faire passer après le déconfinement. Et puis, nous allons reprendre d'ici une semaine, 10 jours, nous allons reprendre progressivement les consultations hospitalières parce que nous avons préféré éviter le rush à l'hôpital, puisque nous sommes un hôpital référent du département du Covid-19, le plus grand hôpital du département, donc il concentre toute l'activité de prise en charge du Covid. Donc, ce qui fait que toutes les activités de spécialité passent au second plan. On leur répond bien sûr au téléphone aux personnes. S'ils ont besoin de traitement pour les malades, on leur envoie leurs ordonnances. Mais tout ce qui est consultation a été reporté ou déplacé, sauf les hôpitaux de jour, des patients qui ont des perfusions de traitement. Cela, pour certains, ceux qu'on ne peut pas déplacer, ben on les fait quand même, mais il y a moins de monde à l'hôpital. Et c'est certain que la prise en charge est très faible à l'hôpital pour toutes les pathologies chroniques suivies à l'hôpital. Alors, il se passe effectivement que pendant cette période, tous les malades chroniques, qui ont des insuffisances cardiaques, qui ont des diabètes, déséquilibrés ou pas, qui n'ont pas la possibilité de bien se faire suivre, sinon au profit d'un personnel soignant qui les entoure, tous ceux qui sont indépendants arrivent à se gérer, les personnes jeunes et tout, mais les personnes âgées qui n'ont pas la capacité de se gérer eux-mêmes et qui n'ont pas de famille ou d'infirmière qui les entoure, ceux-là peuvent se retrouver malheureusement dans des situations un peu difficiles de rupture de soins ou bien d'inobservance thérapeutique. Il peut y avoir même des maladies graves qui s'acutisent. On peut assister à des décompensations cardiaques dans certains cas, ou à des décompensations de diabète et que sais-je comme pathologie, et ou bien dans nos cas où on a des rhumatismes inflammatoires, des gens qui font des poussées inflammatoires avec des articulations gonflées, avec des douleurs très importantes pas gérées, mais les patients vont faire de l'automédication en se disant on attend que ça passe, que la crise du Covid-19 soit passée pour que je puisse reconsulter. Donc on s'attend à une reprise où il y aura beaucoup de patients déséquilibrés, en perte d'efficacité ou en rupture de traitement, avec des maladies qui s'acutisent et qui deviennent un peu plus importantes par rapport à tout cela. Donc, c'est une inquiétude et même le gouvernement est très sensible à cela. C'est pour ça que dans le dernier, comment dire, dans la dernière intervention du Premier ministre, il a parlé du fait qu'il ne fallait pas oublier la prise en charge des maladies chroniques. Et parce que l'ARS, l'Agence régionale de la santé, s'inquiète de ça, de voir certains patients qui sont en rupture de traitement, en rupture de prise en charge. Et ça, c'est une vraie réalité qui existe là. Alors, de ce qui est du côté prise en charge de ville, les patients continuent, on va dire à 70-80% des patients continuent à aller en cabinet de ville en se disant en ville, il y a moins de risques puisqu'on est dans un cabinet de ville, il y a moins de contacts, c'est moins l'hôpital, il y a moins de risques de contamination, donc on y va un peu plus facilement. Et comme il n'y a pas eu une fermeture de l'hôpital du cabinet à la venue des patients. Et c'est très important, bien sûr. Heureusement qu'il y a la médecine libérale pour faire face à toute cette activité. Donc, les médecins de ville ont continué à prendre en charge les malades, soit par téléconsultation, une partie aussi qui est prise en présentiel, hein, à tous les malades, mais je vais dire que sur une après-midi de consultation, j'ai à peu près 10% des malades qui viennent en présence, parce que comme disait tout à l'heure Achour,
On a besoin de dans certains cas, et des patients, on ne les a pas vus, du coup, on n'est pas sûr de ce qu'ils ont. Donc, on est obligé soit de les examiner ou de faire un geste, faire une ponction, une infiltration. Donc, tout ça, faut voir le patient. On ne peut pas le faire en téléconsultation. Donc, on fait les choses en deux temps. On les voit en téléconsultation et on leur demande de passer 2, 3 jours plus tard pour les voir en présentiel. Voilà, c'est des adaptations à une situation exceptionnelle. Il faut pouvoir innover et adapter son exercice par rapport à la situation. Mm. Voilà ce qu'on fait en réalité. Merci pour cette analyse. Je vois que j'avais espéré que, je les inviterai différemment la prochaine fois, des confrères rhumato, chirurto, que tel, j'ai rien se manifeste, mais c'est une première pour moi aussi, donc je m'organiserai différemment. On va prendre l'avis du docteur De Graaf sur son analyse de la situation. Oui. Ouais, Non, non, euh, excuse-moi. Non, mais j'ai eu un message bizarre. ah, ouais, Comme mettre fin à la réunion, c'est quoi ce truc-là? Vous m'entendez, vous me voyez? ouais, ouais. Moi, je t'entends. Hein. Oui, Ça mais se passe. attends. Il y a un autre écran bah, c'est quoi cette affaire? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis à vous de nouveau. Ou alors, tu sais, je dois avoir deux écrans d'ouvert. Excusez-moi. Ouais, Tu sais, peut-être. oui, 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 parce que j'ai eu un truc très bizarre qui me demandait de mettre fin à la réunion et j'avais peur du coup, d'y mettre fin inopinément. Docteur De Gras, donc en qualité de chirurto, euh, ton analyse de la situation, tu dis, ton activité, certes, a changé, a évolué, s'est adaptée pendant cette épidémie de Covid, mais est-ce que tu notes, malgré tout, une baisse notable, une baisse importante des demandes de consultation, sachant que toi, tu fais beaucoup de traumatologie essentiellement. Non, d'orthopédie, pas de D'orthopédie, traumatologie. pardon, d'orthopédie, excuse-moi, oui. Ben non, non, moi je l'ai pas constaté puisque les consultations sont pas ouvertes. Hmm. Mais, Donc à partir du moment où c'est pas ouvert, il n'y a pas de consultants, oui. donc on peut pas quantifier le nombre de patients présents Mais ou qu'est-ce qui qui s'est viennent. passé, par exemple? Tu avais sans doute, pardon, excuse-moi, avant l'annonce du confinement, tu avais sans doute des interventions programmées. Qu'est-ce qu'il est devenu de ces patients dont les interventions chirurgicales étaient programmées? Alors pour ces patients, ils sont en fait en stand-by, hein. Dès qu'on aura l'autorisation d'ouvrir les salles opératoires, les blocs, on pourra les programmer progressivement. Le seul problème, c'est il y a beaucoup de patients et il va falloir trouver une solution pour étaler ça sur plusieurs mois. Il n'est pas question pendant un moment peut-être d'augmenter l'activité sur une période donnée pour pouvoir rattraper un peu ce retard. Que disent les autorités par rapport à ça? Ouais, c'est une solution, mais il faudrait voir cas par cas, hein, et discuter centre par centre en fonction des moyens, des ressources enfin surtout les possibilités locales qui peuvent s'offrir pour absorber en un temps record tous ces patients. Mais il vaut mieux plutôt prévoir, programmer les patients urgents, semi-urgents, et les patients qui ne sont pas urgents, on peut les laisser, enfin les programmer un peu plus tard. Euh, Ça va encourager, par exemple, ta pratique des chirurgies, des actes chirurgicaux en ambulatoire? Est-ce que du coup, tu vas essayer de faire plus d'ambulatoire quand c'est possible? Concernant l'ambulatoire, je pense que, comme je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, l'ambulatoire, c'est pas Un c'est peu. pas un objectif en fait, c'est un traitement. C'est-à-dire que on ne raisonne dans l'ambulatoire avec planification, avec l'histoire du patient, avec la pathologie, etc. Et on peut pas mettre un patient en ambulatoire parce que il n'y a pas de place au bloc opératoire. Mm. C'est pas possible. On peut pas raisonner comme ça en fait. Mais il y a beaucoup de gestes qui se font en ambulatoire, bien sûr, hein. Surtout en chirurgie de l'épaule, il y a quand même pas mal, hein.
Oui, en fait, il y a la chirurgie programmée et puis entre guillemets la chirurgie urgente auquel, comme en réalité, comment vous faites à la chirurgie urgente, un accident, un patient traumatisé, donc parce que la difficulté, c'est dans cette situation un peu exceptionnelle, il faut continuer à maintenir la continuité des soins et comment on peut faire face à cette situation tout en étant dans dans un hôpital qui répond plus à ce qui est de la chirurgie plutôt qui est déplacée dans le temps, je dirais, mais pas une chirurgie où on répond. Nous, ce qu'on a fait à l'hôpital, c'est que toute cette chirurgie un peu qui vient aux urgences a été un peu déplacée au début vers les cliniques avoisinantes pour, pour plutôt se concentrer vers l'accueil des Hum, Covid-19 dans l'hôpital. Je ne hum. sais pas comment dans votre région vous êtes organisé par rapport à cela. Alors pour nous, en fait, la chirurgie programmée a été bien entendu annulée, mais on a gardé des salles armées pour la chirurgie des urgences. Donc la chirurgie des urgences n'est jamais arrêtée, elle continue avec des gardes, etc., des interventions. Alors la seule problématique, c'est on s'est organisé au bloc pour qu'il y ait quand même deux salles opératoires distinctes avec un parcours de patient distinct en cas où il y a un patient Covid positif. Patient Covid positif, il a son parcours, son itinéraire pour éviter de passer par le même parcours d'un patient non Covid. Ça, c'est très important et très intéressant et avec bien sûr les moyens de désinfection des salles, etc. C'est le protocole habituel et les nouveaux protocoles de l'ARS. Mais la chirurgie des urgences n'a jamais été arrêtée, hein, donc on continue, hein. J'imagine. D'accord. Ah, C'est plus pour l'évoquer parce que c'est Mm. important pour que monsieur tout le monde il va se dire bien je sûr, n'y vais pas, bien sûr, bien sûr. j'ai une entorse, une fracture, qu'est-ce que je fais? J'attends, parce que j'imagine que chez vous, comme chez nous, où on a nos patients qui évitent de venir à l'hôpital, qui appellent pour avoir une ordonnance. Comment ça va alors qu'il a des arthrites importantes, il n'arrive même pas à bouger, ou il a un gros genou, il n'arrive pas à marcher. Il va minorer un petit peu ses symptômes en me disant non, 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 docteur, ça On peut va. attendre. Donnez-moi un peu de traitement Mm. et ça va aller. Je reviendrai vous voir après le 15 mai. Mm. Alors, Ça peut arriver, c'est pas oui. tous les patients, mais il y a certains patients qui peuvent avoir cette attitude de peur, de se dire voilà, je ne vais pas voir le médecin, on ne sait jamais. Mm. Et c'est vrai, merci à tous les deux pour cette pour cette présentation, pour ce déploiement effectivement de l'organisation des hôpitaux et des maisons d'accueil, enfin des maisons de santé, pardon, de manière générale, dans cette période d'épidémie du Covid-19. On va aller sur la dernière demi-heure qui nous reste, pas tout à fait une demi-heure, sur effectivement le sujet que je vous avais proposé aujourd'hui, euh, qui pourrait intéresser les médecins qui nous verront de l'autre côté de la Méditerranée sur le thème qu'on avait choisi donc aujourd'hui ensemble. Mais je rappelle qu'effectivement que euh, tous leurs thèmes, leurs sujets seront les bienvenus par mail ou par chat pour ceux qui veulent le rejoindre encore. Là, le sujet qu'on avait défini ensemble, c'était les conduites à tenir face à des douleurs articulaires avec ou sans traumatisme. Alors, je veux bien que peut-être le rhumatologue que tu es, docteur Mouloudoifi, nous donne ton avis. Comment on fait, quelle est la démarche diagnostique et le traitement devant des douleurs quand effectivement on n'est pas en l'absence de possibilité de clinique et surtout d'examens radiographiques qui peuvent aider à la pose d'un diagnostic, s'il te plaît. Alors, bon, euh, un vaste sujet que sont les douleurs articulaires, hein. Donc, Mm, on a un patient déjà, ce qu'on le voit, bon, on le voit en téléconsultation. Donc, comme on n'examine pas le malade, tout est basé sur une anamnèse, une explication du patient.
c'est une longue période d'anamnèse, d'explication du mécanisme de la douleur. Est-ce que c'est une douleur mécanique, post-traumatique, ou c'est une douleur inflammatoire? Est-ce que les articulations sont froides, elles sont chaudes, elles sont gonflées ou pas, elles sont rouges? Est-ce qu'on peut marcher, appuyer dessus sans que ça fasse mal? Est-ce que ça fait mal la nuit ou le jour? Tous ces symptômes-là pour dire est-ce que c'est des douleurs purement mécaniques ou inflammatoires? Mm. Plein d'éléments de l'anamnèse peuvent nous dire est-ce que c'est quelque chose d'ancien ou de récent, inhabituel, après une profession, après un mouvement, je ne sais pas, quelqu'un qui a eu mal après un déménagement, peut imaginer que ça serait peut-être une lombalgie, une lombosciatalgie, ou quelqu'un qui a des douleurs aux articulations des mains. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà eu mal, auquel cas on peut imaginer que ça soit quelque chose de récurrent, donc un rhumatisme mécanique ou inflammatoire, mais qui est ancien, avec une poussée actuelle, ou c'est quelque chose de nouveau qui est apparu subitement dans un contexte particulier. Et donc, dans cet arbre décisionnel, on a déjà des éléments. Et soit la personne a des radios, auquel cas il nous montre ces radios par téléconsultation, on peut les voir, il peut nous les envoyer, on peut les consulter. S'il a des examens sanguins, il nous les envoie aussi par le biais de la téléconsultation, on peut les consulter, savoir ce qu'il a. S'il n'a pas de radio, à ce moment-là, on donne des traitements. Bien sûr, on évite de donner les anti-inflammatoires et les corticoïdes Mm. parce que c'est des médicaments qui vont diminuer l'immunité et la réaction inflammatoire induite par le Covid-19 et qui vont diminuer la réaction comment dire, de défense de l'organisme contre l'hôte. Donc, pour éviter cet écueil, on évite de donner les anti-inflammatoires si les personnes ont de la fièvre, s'ils ont des symptômes du Covid. Ce qui fait, on leur pose des questions pour savoir est-ce qu'ils sont en confinement ou pas, est-ce qu'ils ont des symptômes qui peuvent orienter vers le Covid-19. S'ils ne le sont pas, à ce moment-là, on pourrait se permettre, nous spécialistes, de leur donner une petite période de traitement, admettons de 5 jours à 7 jours maximum, d'anti-inflammatoires ou de corticoïdes, bien sûr en leur demandant de rester en isolement, en confinement, d'éviter de sortir, d'éviter de faire leurs courses. Et au moindre symptôme de fièvre, de symptômes de toux ou de batture qui pourrait faire évoquer le Covid, d'arrêter ce traitement-là et de garder que les antidouleurs, les anti-arthrosiques et tout le reste, ça on le maintient. Maintenant, s'il y a besoin de voir la personne parce que la téléconsultation ne suffit pas à faire le diagnostic, déjà on leur fait les ordonnances nécessaires pour faire les examens radio et biologiques, on peut leur envoyer par téléconsultation et on leur demande de revenir nous voir avec ces examens-là, voir si c'est une arthrite du genou à ce moment-là, je leur demande de passer me voir dans la semaine où on fait une ponction et on analyse le liquide articulaire, on voit est-ce que c'est une arthrite septique ou inflammatoire ou autre. À ce moment-là, on le prend en charge. Voilà un peu comment s'articule la prise en charge d'une arthrite aiguë, ça peut être une spondylodicite ou autre. Maintenant, si c'est un malade chronique et on le connaît, on sait qu'il fait des crises de temps en temps, à ce moment-là, la situation est beaucoup plus facile. On connaît le malade, on l'a déjà traité ou il a été traité déjà par un autre confrère. À ce moment-là, on lui donne une cure de traitement, bien sûr avec les mêmes conditions que je viens de citer, et on lui demande de nous rappeler si ça ne va pas. Et en général, on continue le suivi de cette façon. Et exceptionnellement, pour ceux qui nécessitent d'être vus, à ce moment-là, dans un second temps, on les revoit une semaine après, éventuellement. L'idée étant vraiment que les patients qui nous écoutent, qui nous verront, n'aillent pas vers la facilité de l'automédication qui serait une erreur. Tout à fait. Tu fais bien de le dire. Il faut éviter de s'automédiquer parce que l'automédication, on peut avoir des problèmes d'hypertension, de diabète, d'insuffisance rénale,
d'insuffisance surrénalienne qui est beaucoup plus difficile à trouver. On n'y pense pas souvent. Mm. Des patients qui peuvent avoir des fragilités osseuses, des problèmes de cataracte, de dépression qui peuvent être aggravés par toutes ces problématiques-là auxquelles une personne ne peut pas y penser si elle n'est pas médecin. Donc c'est au médecin qui a la capacité de faire la balance bénéfice-risque. Parce que la médecine est basée essentiellement sur ça. Quand on donne un médicament, on est en train de se sous-peser la balance bénéfice-risque. Est-ce que c'est le bénéfice qui l'emporte ou c'est l'effet néfaste qui est plus important? À ce moment-là, on ne donne pas ce traitement. On préfère donner des choses qui améliorent, comme on dit en médecine, primum non nocere, en premier ne pas nuire. Il faut donner des médicaments pour améliorer la personne, mais ne pas aggraver ses symptômes. Et on peut rappeler d'ailleurs, on glissera juste l'information que même les molécules telles que du paracétamol peuvent avoir des effets délétères aussi. Donc voilà, on a des douleurs, consulter son médecin. Je vais rappeler d'ailleurs qu'on est dans un contexte un peu particulier et puis on ira chercher l'avis du docteur Degras chirurto, mais dans ce contexte particulier, on est confiné, on bouge moins, on est très ankylosé. Moi, j'ai Oui, mal partout. pas Voilà. tu fais bien de dire ça. Il ne faut pas, parce qu'on est en confinement, il faut plutôt faire de l'exercice physique. Je vous exhorte à faire de l'exercice physique, moi-même avec ma femme et mes enfants. Là, aujourd'hui, je suis avec vous, mais normalement, je suis dans mon jardin en train de faire avec mon fils et ma femme. On fait 1 heure de sport, de gym. Vous vous connectez sur Internet, vous avez des cours de gym extraordinaires. Et je peux vous dire, pendant ces périodes de confinement, je vais travailler à l'hôpital et je reviens, je fais mon heure de sport. Je peux vous dire que les abdos sont bien musclés et les quadriceps et tout. Parce qu'on fait du sport, il faut faire du sport, sinon on prend du poids et les muscles deviennent atrophiés et ça, c'est le lit des douleurs articulaires parce que quand vous avez des muscles qui ne sont pas forts, vous avez les articulations qui supportent plus et donc elles vont s'user encore plus. Donc, musculation, et puis on a une immunité qui peut être améliorée avec l'exercice physique. Et on peut faire face encore mieux aux maladies infectieuses, virales et autres, en ayant une immunité meilleure par un corps qui respire la santé. Merci, docteur Wafi, rhumatologue. On va aller, même si vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, docteur Degras, chirurto, sur la démarche diagnostique et le traitement devant une douleur articulaire, quelle qu'elle soit. Alors, je sais que toi, tu es spécialiste de l'épaule. Quelles sont les difficultés éventuelles ou quelles sont les paroles que tu trouves face à une démarche diagnostique à distance, même si tu as déjà répondu tout à l'heure, mais c'était une question qu'on avait reçue par mail. Bah écoute, le problème est beaucoup plus simple qu'en rhumatologie, hein, parce que en général, les gens appellent pour un traumatisme. Quand il y a un traumatisme, c'est vrai qu'on essaie un petit peu de savoir le mécanisme, le siège et l'intensité de la douleur et de l'handicap. Et en fin de compte, il suffit que le patient réponde à ces 3 questions. On peut avoir un diagnostic assez rapide. En général, on le convoque parce que on peut pas savoir par téléphone ce qu'il a exactement. On le convoque, on l'examine et puis on fait le diagnostic, on fait le traitement. Alors moi, je vais parler un petit peu de l'épaule parce que comme ça m'intéresse énormément, il va falloir Pas nous. qu'on parle. Il va falloir qu'on organise une réunion avec nos collègues algériens pour qu'on puisse parler sur ce problème-là et surtout sur les perspectives thérapeutiques actuellement parce que je travaille sur des techniques de récupération neurosensorielle de l'épaule qui permettent bien sûr de faire une récupération rapide, très très bonne qualité pour éviter les récidives et les complications après une chirurgie. Fermez la parenthèse. Donc je repars sur mon Le message est sujet. lancé et puis on le fera, on s'assurera qu'il soit bien reçu. Oui, oui.
Alors pour nous, enfin pour moi personnellement, qui est beaucoup plus important, c'est par exemple la rupture de la coiffe chez une personne âgée et qui appelle parce qu'il a mal à l'épaule. Alors on lui demande est-ce que vous avez eu un traumatisme? Il va dire non, pas de traumatisme. Il s'est cogné peut-être contre une porte ou chose comme ça, et puis il s'est pas rappelé. Non, non, j'ai mal. Mais surtout, j'ai très très mal la nuit. Et dans ce cas-là, pour nous, bien sûr, enfin moi personnellement, c'est une pathologie de la coiffe, et on va juste lui donner des conseils d'entretien, des exercices simples à faire, comme le pendulaire, la mobilisation passive, le glaçage, et surtout, on va lui recommander de ne pas prendre des anti-inflammatoires et des antalgiques qui ne sont pas prescrits par son médecin. Et il faudra qu'il voie son rhumatologue assez rapidement pour qu'il puisse, bien sûr, organiser avec lui un schéma thérapeutique. Le deuxième problème qui est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus difficile, c'est les omarthroses, c'est-à-dire l'arthrose de l'épaule. Alors le problème de l'arthrose de l'épaule, parfois, elle apparaît par des crises. Et quand la crise est là, des fois, c'est très très difficile à traiter, à diminuer la douleur surtout. Et ça se voit le plus souvent chez les personnes très âgées et qui n'ont pratiquement pas de cartilage articulaire. Ils peuvent même pas bouger l'épaule. Dans ce cas, c'est pareil, hein. Donc, le traitement, c'est vraiment fonctionnel dans un premier temps. Éviter les anti-inflammatoires, éviter l'automédication, mettre de la glace régulièrement et abuser du pendulaire. Et puis, bien sûr, ces patients-là, il faut les revoir tranquillement après le déconfinement pour qu'on puisse leur proposer un traitement spécifique. En général, c'est généralement, enfin, c'est ça que moi je reçois. En dehors de ça, bien sûr, quand il y a un traumatisme, il faut voir le patient, on le voit, on l'appelle. Enfin, s'il appelle, le convoque immédiatement. Si son médecin traitant l'appelle, on le convoque pareil immédiatement. Ça sert à rien de lui donner rendez-vous. Et on lui règle, bien entendu, le problème assez rapidement. Mm. Sinon, tout ce qu'a dit Mouloud, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mm. C'est Merci. bien que tu abordes le problème de l'épaule. Là, on est un petit peu plus spécifique sur une prise en charge qui est bien délimitée. Enfin, un peu la spécialité, un peu le dada de Hachor, et c'est très bien. Alors, nous, notre partie rhumatologique de ce type de patient, effectivement, chez les personnes âgées, on les reçoit avec une épaule. Alors, ça peut être une épaule qui est douloureuse. Et à ce moment-là, elle est comment? Est-ce que c'est une douleur avec raideur, sans raideur? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut lever le bras ou pas? Est-ce qu'il peut lever le bras au-dessus de la ligne de l'omoplate à 90 degrés ou en dessous? Et, est-ce que l'épaule est gonflée ou pas? Euh, Après tout ça, une radio simple permet de faire la part des choses. Est-ce que c'est une maladie qui est périphérique par rapport à l'articulation gléno-humérale ou c'est l'atteinte de l'articulation elle-même ou de la capsule qui englobe un peu cette articulation? Mm. Partant de là, on a des attitudes thérapeutiques. Maintenant, si on a une épaule, comme on dit, une épaule sénile de Milwaukee, c'est souvent des épaules arthrosiques anciennes d'une personne âgée qui nécessitent d'être ponctionnées parce qu'ils ont beaucoup de liquide et ce liquide, il ne faut pas le laisser dans l'articulation. Et ces malades-là, on les prend en consultation, on leur vide par ponction leur épaule et puis, on est amené, s'ils n'ont pas de contre-indication, à les infiltrer. S'il y a besoin d'examiner le liquide articulaire, on le fait. Et puis, comme tu le disais, des traitements antalgiques, glaçage, effectivement, pour ne pas répéter ce qu'a dit Aracho. Et puis, des exercices, entre autres, il y a le pendulaire qui est le plus simple et qui est le plus non douloureux, si on veut,
Après, si la personne arrive à faire certains exercices, mais pour des personnes un peu plus jeunes, peuvent faire des exercices tout simplement de prendre un bâton en étant allongé et de laisser tomber les bras en arrière tout doucement, en faisant des exercices de gain d'amplitude. Ça peut faire monter, gagner un peu d'amplitude articulaire, ou bien se mettre en face d'un mur et essayer de monter les bras le plus haut possible et de fléchir un genou, et ça fait gagner des amplitudes articulaires. Après, l'exercice de renforcement vient dans un second temps pour des personnes qui sont en bon état sur le plan fonctionnel et qui ne sont pas trop âgées. Après, si on peut, dans un second temps, faire appel à un kiné pour les renforcements des muscles autour de la coiffe, mais tous ces exercices-là, effectivement, les personnes peuvent les faire seules chez eux, en plus des traitements antalgiques et des soins mécaniques qu'on vient de citer. Sachant qu'actuellement, il me semble que les kinés libéraux ont pour bon nombre fermé leur cabinet ou se sont rabattus sur une Bien sûr. activité d'aide Voilà. au milieu hospitalier. Oui. Voilà, c'est en attendant, bien sûr, tous ces moyens qu'on vient de citer, les personnes, bien sûr, peuvent les faire, Mm. mais en attendant d'avoir accès à un kiné, je pense que d'ici le 15 mai, les cabinets de kiné vont commencer à réouvrir tout doucement et on pourra leur réadresser nos malades à des prises en charge. Mm. Je suppose, enfin, je pose la question à Ashur également qui nous entend, et merci encore à tous les deux d'être là. Je suppose que on aura fait le tour aujourd'hui. Alors, malheureusement, je pense que définitivement la semaine prochaine, je mettrai dans la boucle systématiquement des alter-ego, des homologues algériens pour qu'ils soient partie prenante et qu'il y ait un véritable échange. Merci en tout cas vraiment d'avoir donné de votre temps pour cette première. On va rappeler que les professionnels de santé peuvent nous envoyer par mail ou sur ma page Facebook, effectivement, ou sur nos pages Facebook respectives, leur demande de sujets à traiter. Peut-être sur les quelques dernières minutes qui nous restent, j'avais deux questions à voir. Vous avez évoqué l'un et l'autre la téléconsultation, en tout cas la consultation à distance. Est-ce que vous pensez qu'en prévision de la sortie de confinement, ce sont des habitudes qu'il va falloir généraliser? Je sais pas, tu veux que je prenne la parole par rapport à cela? Ouais. Alors, la téléconsultation, ça reste un moyen d'appoint qui peut répondre à une demande, effectivement, mais ça reste minoritaire dans nos spécialités. C'est-à-dire qu'autant je verrais bien un dermatologue ou un médecin gériatre qui va faire de la téléconsultation pour des personnes qui sont en institution et qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, ils ont une escarre, ils ont une lésion cutanée, ils toussent, je ne sais pas, et ils ne peuvent pas se déplacer. Ça reste une consultation qui peut répondre dans un certain niveau. Et puis, pour certaines situations, ça se fait déjà en dermato, ça se fait déjà en radio. Tous les services de neurochir, ils font une forme de téléconsultation, puisqu'on les services leur envoient des radios, des IRM à lire, et puis ils répondent en disant il y a une lésion, pas de lésion, il faut opérer, pas opérer, en urgence, hein, dans les services de neurochir de grande garde. Ils demandent à ce qu'on leur envoie des images, mais ça existe depuis quelques années déjà. Mm. Après, est-ce que des spécialités comme les nôtres, d'ortho, de rhumato, ou de diabéto ou de cardio, on peut s'en passer de la consultation physique? Je pense que autant pour un renouvellement d'ordonnance, autant pour un avis, on peut répondre, ça reste un moyen de communication avec lequel, admettons, j'ai un patient qui va très bien, qui est stable, que je vois tous les 3 à 6 mois, qui demande un renouvellement de traitement, qui me dit bah, finalement, docteur, ça se passe bien, je vous ai envoyé mes bilans sanguins, voici mes dernières radios, ça se passe bien.
Je vous appelle pour un renouvellement de traitement, je lui pose quelques questions et c'est bon, et j'ai pas besoin de terminer parce qu'il n'y a pas nécessité de le voir. Bien sûr, s'il y a le moindre doute, je pourrais lui dire de passer me voir quand même, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de cette consultation présentielle. Mais dans la grande majorité des patients, on ne peut pas faire l'impasse de la consultation présentielle, Mm. parce que c'est un moment où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pertes d'informations à travers l'examen clinique qui peuvent se faire et qui peuvent ne pas rendre service au malade. Parce que l'intérêt, c'est pas de le faire déplacer, mais c'est parce qu'on examine un malade, on a plus d'informations, on a plus de certitude par rapport aux éléments cliniques, que pour ne pas répéter ce qu'avait dit Rachel tout à l'heure, Mm. des éléments objectifs de l'examen clinique. C'est en examinant physiquement et présentiellement le patient qu'on peut le savoir. Et donc, ça répond quand même à une partie, ça reste quand même un moyen de consultation, d'échange, d'informations. On peut consulter des bilans, on peut voir des radios, on peut échanger, on peut avoir des infos. Un malade qui a pris un traitement et qui n'a pas supporté, il peut par téléconsultation, vous pouvez lui parler comme on parle là, voilà, j'ai eu des éruptions, voilà, ma peau est comme ça. Au lieu que ce soit une photo, ben, vous échangez avec lui. Vous lui avez demandé de faire un bilan ou des radios, il vous les montre, il peut les envoyer par téléconsultation. Ça se voit en instantané. En même temps, on voit les radios, on voit les examens et on lui répond parce que sur une partie de l'écran, je suis en train de voir ses résultats biologiques et je le vois en même temps. Je vais lui dire vos examens biologiques, ils sont tout à fait normaux ou ils sont perturbés, votre radio est rassurante ou pas et je vous donne tel traitement que vous allez prendre. Et à ce moment-là, je lui fais les prescriptions, je lui envoie. Et Mm. ça reste une solution qui est tout à fait palpable. Mais Mm. je dirais que ça serait moins de 10 à 20% de mon activité qui relèverait d'une téléconsultation, du moins de ma spécialité. Très bien. Autant un dermato, j'imaginerais, Mm. même s'il a besoin de toucher la peau du patient ou autre, il aurait une partie un peu plus importante de sa patientèle qu'il pourrait voir en téléconsultation. Sachant qu'effectivement, merci d'avoir cité le dermato, c'est une spécialité pour lesquelles les rendez-vous sont très, très longs. Oui, c'est très lent, tout à fait. Oui, Je suis d'accord avec toi, oui. c'est vrai, tout Merci, à fait. merci, merci, docteur Wafi. Docteur Degras, alors je vais pas te reposer la question qu'on a déjà évoquée tout à l'heure de savoir si la téléconsultation pour ta spécialité serait une idée à généraliser, mais peut-être sur les 2, 3 dernières minutes qui nous restent, euh, le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif à partir de la mi-mai. Est-ce qu'il y a un dispositif qui est déployé là où tu travailles, au centre hospitalier où tu travailles, pour engager, pour mettre en place cette sortie de confinement ou pas? Ah, Qu'est-ce qui va se passer? bien sûr, il y a pas mal de réunions enfin, qui ont été faites déjà et qui vont être faites pour préparer ce déconfinement et surtout programmer, bien sûr, l'ouverture des salles de consultation, du bloc opératoire, la récupération des appareils de respiration qui ont été prêtés à la réanimation avec désinfection, etc. Le redéploiement du personnel et qui a été mis un peu partout dans les services. Reprogrammer un petit peu l'emploi du temps, revoir un petit peu tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire en 2, 3 jours, hein, donc ça va prendre du temps, mais ça va s'installer progressivement. Mmh. Et puis on va revenir progressivement à une activité comme je pense comme auparavant. Les premiers temps vont être un peu difficiles parce que ça ça va être un peu particulier, reprendre une activité dans le cadre, dans le contexte Mmh. d'une pandémie, mais ça devrait y aller. Moi, je voulais juste dire Je t'en prie. sur la télétransmission Mmh. ou la téléconsultation. J'ai un avis un peu particulier parce que moi, j'ai du mal à comprendre qu'on peut interposer un appareil entre le patient
et le médecin, tout en sachant que ça peut rendre service à beaucoup de spécialités, comme disait Moulot tout à l'heure, la dermato, etc. Je pense que si on a un patient qui est très très loin, qui n'a pas les moyens pour aller à une consultation à la rigueur, on peut se débrouiller, mais je pense que l'œil et les mains de praticien. ça Bien sûr. sont indispensables et Mouloud me rejoint là-dessus et que des fois on peut intercepter un problème tout en regardant le patient comment il parle, comment il répond et comment il décrit son affection. C'est pour ça que moi personnellement, j'ai pas trouvé utile de faire cette consultation par internet. Et parmi les les problèmes, bah, c'est- j'arrive pas j'arrive pas à gérer une situation par vidéoconférence ni par avec un patient, hein, ni par téléphone d'ailleurs. C'est pour cette raison, comme je vous l'ai dit, je le convoque assez rapidement, sauf les personnes âgées qui peuvent pas, bien entendu, sortir de chez eux. Merci. Voilà. Ce sera intéressant, merci vraiment à tous les deux. Ce sera intéressant que vos confrères, vos homologues côté algérien se manifestent, réagissent sur sur justement leur Pas de pratique de message. la. Il n'y a Pardon? pas de Non, message. non, mais je pense qu'effectivement, les personnes, je verrai sans doute à utiliser un autre moyen la prochaine fois. Je mettrai de façon en synthé, je passerai en montage, je mettrai en synthé l'adresse à laquelle on peut nous faire parvenir les questions, les remarques. Je pense que c'est comme tout nouvel outil, Oui. il faut un temps d'adaptation. Et puisque ce direct est enregistré et donc visible de manière pérenne sur Internet, ben on va encourager vos confrères à poser des questions et puis surtout à réagir. C'était l'idée de base sur nous parler de leur organisation aujourd'hui dans un contexte d'épidémie dans toutes les spécialités pour savoir quelles sont éventuellement les solutions qu'ils ont déployées ou en parallèle les difficultés auxquelles ils se sont retrouvés confrontés. Et d'ailleurs, moi, je vais Oui. rajouter juste quelque chose, excuse-moi, Bien Mouloud, sûr. c'est que les consultations par Internet, c'est très utile quand ça concerne les médecins entre eux. C'est très utile pour le patient quand ça concerne le médecin entre eux. Oui, Et c'est ça qu'il faut généraliser. Euh, et je pense que le patient trouvera son compte avec ces moyens technologiques pour que les médecins puissent discuter, parler sur tel ou tel problème, telle ou telle pathologie, ou tel patient d'ailleurs, ou telle radio. mm, mm. Et ça, c'est plus utile pour enfin, Pour les échanges entre professionnels de santé. et bien Oui. sûr, ouais, ça c'est très important. Ouais. Et Alors c'est moi, vrai. Oui, je voulais intervenir bien en sûr. Oui. aparté. J'ai eu un collègue rhumato en Algérie qui est installé en ville, qui m'a envoyé un message, s'est échangé de temps en temps des mots. Il m'a fait part de son exercice habituel en me disant que Oui. c'est un peu difficile et pour les problèmes de distanciation et non pas de confinement, puisqu'ils sont obligés de continuer à travailler. Ils ont des difficultés à avoir des outils, notamment pour travailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y ait un respect de distanciation, d'un espace de 2 mètres, 1 mètre à 2 mètres entre les personnes. Dans la mesure du possible, essayer d'éviter de tousser directement, soit on tousse dans son coude, ou bien de mettre, si on n'a pas de masque, même mettre une écharpe, ça permet toujours d'éviter de postillonner dans l'air pour les personnes. Donc il y a cette problématique de distanciation et des gestes barrières qui n'est pas tout à fait apparemment respectée d'après ce qu'il m'a écrit. Et que, à travers cela, moi j'adresse un appel, si tu le permets, c'est de Bien dire sûr. à nos collègues, est-ce que si vous avez des besoins
matériel quelconque. Nous, on ne sait pas quelles sont vos problématiques. Si vous pouvez nous faire part de vos besoins et si vous pensez qu'on est à même de vous apporter une aide matérielle, faites-nous part de ça. Peut-être qu'on pourra vous aider. Peut-être que l'aide est modeste parfois, mais c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et qui peuvent aider. Si on peut aider des centres, si chaque personne aide un petit centre dans une petite région du pays, ça fait un ensemble. Mm. Et je pense que c'est à travers cela, cette entraide-là, humaine, proche des personnes, qu'on pourra faire avancer les choses, en plus des aides d'expertise, parce que le Covid-19 a commencé un peu plus tôt en Europe, donc on a une expertise un peu plus ancienne, même si ça fait 1 mois et demi ou 2 mois que ça a commencé. On a au jour d'aujourd'hui une expertise de la maladie, on a moins peur d'approcher les malades. Bien sûr, avec le matériel, je ne t'ai pas envoyé une photo du service, comment je travaille, mais tu Oui, verrais que les moyens sont je quand l'ai vu, même... je l'ai vu, je l'ai euh, vu. On la mettra en... Oui, voilà. Et tu vois quand même dans quel type de situation on travaille. Au début, je peux te dire que c'est très stressant quand on voit ça au début. Mais une fois qu'on a respecté les gestes barrières et les gestes nécessaires pour éviter les contaminations, bah, c'est finalement dans mon équipe où je travaille, il n'y a personne qui a été infecté. Il y en a eu quelques-uns dans des étages au-dessus, un ou deux médecins qui sont tombés malades sans gravité mm, et qui se sont sortis. Donc, il faudrait rassurer les médecins et puis les aider à affronter, parce que c'est eux qui soignent. Il faudrait qu'ils soient armés pour soigner les malades. On ne peut pas envoyer un soldat sans armes et lui dire va tout à faire la fait. guerre. C'est Oui. pareil pour le médecin. Si on ne lui donne pas les moyens d'aller soigner, il ne pourra pas faire face, ou au pire, il va s'enfuir et ne pas faire face aux obligations. Et ça sera encore plus grave, c'est laisser les malades sans conseil, sans aide et sans soins. C'est quand même le corps de notre activité et de notre euh, raison d'existence. Mm, Et je mm. finirai par à souhaiter à tout le monde, au monde musulman, un bon ramadan, Oui, pour les gens à qui jeûnent, Khalid, effectivement. Mm, voilà. merci. Je dirais juste qu'effectivement, cette initiative, ce que nous avons initié aujourd'hui de webinaire, de réunion, effectivement via Internet, euh, n'est pas est lancé à l'occasion de cette épidémie, mais qu'on souhaite justement qu'elle soit pérenne et puis que cette initiative soit vraiment reçue de l'autre côté de la Méditerranée comme une main tendue, comme une proposition de collaboration intelligente en réduisant les distances et pas du tout, voilà, il faut vraiment le prendre comme quelque chose qui va dans le sens du partage et de l'échange parce que je pense que on a tout autant à apprendre des... Partenariat, tout à fait. Tu as tout à fait raison de signaler cela. Nous, on est dans une logique de partenariat, comme nous l'avons fait avec nos collègues rhumato de l'autre côté de la Méditerranée depuis quelques années maintenant, qui nous connaissent, et certains peut-être qui se contacteront, qui verront l'émission, nous connaissent à travers la passerelle qui existe depuis plusieurs années. C'est une passerelle d'entraide, d'échange. Je pense que l'homme de science est un international et à travers le monde, tous les pays du monde, je veux dire, travaillent avec leur diaspora, leur intelligentsia qui est à l'étranger. Et c'est une richesse pour eux. Il faut savoir que des pays comme le Liban, comme Israël, pour ne pas les citer, c'est des pays qui ont des professeurs aux États-Unis, au Canada et autres. Et ces pays-là, ils ont un contrat avec leurs hommes de science qui sont à l'étranger. Ils leur disent, on ne vous demande pas de rentrer au pays, mais on vous demande une fois par an, 15 jours, ou comme si 15 jours par an ou 1 mois par an, vous venez faire de l'enseignement dans nos universités pour apporter votre expertise dans le domaine où vous excellez. Ça peut être de la physique, ça peut être de l'économie ou des mathématiques ou de la médecine. C'est comme ça que les échanges se font. C'est les frictions avec des intelligences et des compétences. Les États-Unis font partie des pays les plus avancés au monde.
faut savoir que quand vous allez dans leurs universités, c'est pas des Américains lambda que vous voyez, c'est des gens qui viennent du monde entier, des Indiens, des Suisses, des Russes, des Africains, Quelques Algériens. et des Algériens. Il en existe et on les connaît. On connaît des gens qui sont proches de nous, voire autres, qui enseignent. Et c'est grâce à ce mélange, un peu ce melting pot, que l'intelligence est tirée vers le haut. Et ce n'est pas en restant entre nous, se dire, voilà, on n'est que des Algériens entre nous, qu'on peut progresser. C'est l'interpénétrance, c'est ce melting pot-là qui fait que les énergies se décuplent et deviennent encore plus performantes et plus productives. Le message était clair et sincère. Merci. Merci, docteur Wafi. Le mot de la fin, peut-être, pour notre ami Achour de Grare. Oui, merci Mouloud de dire ce qu'on pense depuis un moment, depuis des années d'ailleurs, et on essaye bien entendu d'établir une plateforme ou plateforme d'échange avec nos collègues algériens sur bien sûr les problématiques de la chirurgie de l'épaule et je dirais qu'on continue quand même à garder les contacts qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et on a beaucoup de projets, énormément de projets surtout sur l'arthroscopie de l'épaule et la chirurgie prothétique de l'épaule. Et on va continuer dans ce sens-là et on espère élargir ce partenariat avec le maximum de nos collègues. Oui. Et je dirais à la fin, un vent, il éteint une bougie. Par contre, il enflamme un feu de forêt. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit unis pour qu'on puisse développer ensemble notre discipline. Alors, ouais, merci Achour. Alors, je vois, mais tardivement, je vais le saluer, mais malheureusement, c'est la fin de cette intervention en direct. Je vois que le docteur Belraladi, Mohamed. ouais, s'est connecté. Je m'en excuse je m'excuse par avance de ne pas pouvoir effectivement euh, rester plus longtemps parce qu'effectivement on a largement dépassé l'heure de direct. Je vais lui proposer que toute personne qui voudront voir l'émission, bah, elle sera en ligne à partir de demain matin sur sur ma chaîne YouTube. Donc je mettrai le lien accessible. On va mettre également rajouter en synthé l'adresse mail à laquelle les personnes pourront faire part de leurs réflexions, de leurs suggestions d'émissions, de prochaines émissions. Je vais rappeler que samedi 25 avril à 17h heure de Paris, donc 16h heure d'Algérie, on va proposer sur le même principe un webinaire sur justement la néonate et la pédiatrie dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une bonne Merci à toi, soirée. Samia. Vraiment Merci. un bon mois de Ramadan pour ceux qui font le Ramadan et puis et prenez bien Voilà. soin de vous, quoi qu'il advienne. N'oubliez Bon pas Ramadan à toi. Oui, Merci de nous avoir accueillis dans ton émission et à merci, bientôt. merci Au Merci revoir. beaucoup. Bonne beaucoup. soirée, merci. Bonne soirée, merci. Salut Mouloud. Alors,